Le Festival international du film d'animation d'Annecy regorge de pépites visuelles et créatives qui dépassent souvent l'idée simple que l'on se fait de l'animation. Et nous recevons aujourd'hui un réalisateur qui nous propose une expérience secrète, un voyage cosmique à deux sens dans une réalité virtuelle chamanique. Bonjour Yann Kounen. Bonjour. Et merci à toi de nous accorder quelques instants pour discuter un peu de cette expérience dont je sors à l'instant d'ailleurs. Tu as l'air bien, tu as l'air... moi ça m'a rassemblé. Voilà, bah c'est bien. C'est une œuvre qui est en compétition, une œuvre VR qui est en compétition sur le festival. Est-ce que tu peux nous délayer un peu ce sous-titre à ta sauce? Alors Ayahuasca Cosmic Journey, c'est Ayahuasca, c'est la plante et le voyage cosmique, c'est-à-dire que c'est la proposition que peut avoir cette plante et la proposition en tout cas du film. Donc en fait, le film est la proposition de se retrouver face à un guérisseur amazonien en ayant bu les plantes psychoactives de la médecine traditionnelle de ces indigènes, donc connu sous le nom de l'ayahuasca, qui est un puissant psychotrope, mais qui est utilisé depuis des milliers d'années par les indigènes pour soigner. Donc, le soin et la médecine va être dispensé par des chants afin de guider le patient dans des visions, voilà, parfois magnifiques, parfois terrifiantes, mais qui sont à but thérapeutique. Voilà, donc l'expérience qui est proposée, c'est de le faire, on met un casque, et on se retrouve avec quelqu'un devant et on va s'asseoir, et comme on a bu, on va voir les visions qui vont commencer à s'ouvrir, et le guérisseur avec ses chants va vous guider jusqu'à ce qu'il vous ramène à la fin dans la Maloka. Donc vous allez avoir des chants et des images, et c'est une retranscription, ça a presque une sorte de fonction documentaire, en tout cas de ramener, de partager de l'information autour de cette médecine, parce que la VR permet de manière beaucoup plus précise de retranscrire la nature de l'expérience, à savoir d'être entouré, d'être plongé dans un monde qui a une échelle un peu vertigineuse, avec lequel vous interagissez un peu, et cette sensation comme ça d'être à l'intérieur d'un monde, c'est vraiment ce que peut procurer la VR, puisque il n'y a plus d'écran, vous êtes dans le film. Et dans l'expérience d'ayahuasca, vous êtes dans un monde. Cette idée d'expérience chamanique nous ramène, moi en tout cas m'a fait penser aux visions chamaniques qu'on avait dans Blueberry, et qui du coup nous laisse à penser que c'est des expériences très personnelles qui traversent ton œuvre, au moins depuis Blueberry. Alors c'est vrai que j'ai des visions d'ayahuasca dans Blueberry, et aussi dans d'autres mondes, le documentaire que j'ai fait sur la médecine, sur l'ayahuasca. Et puis j'ai aussi fait des dessins, écrit des bouquins autour. C'est vraiment que c'est quelque chose que je trouve qui est important dans ma vie personnelle. Et du coup, dans ma vie d'artiste, c'est un challenge d'essayer de partager ça avec aussi une justesse, à savoir que dans cette expérience, on peut avoir aussi un peu peur. Parce qu'on part en vertige dans parfois des mondes qui sont sa propre obscurité qu'il faut traverser. Et donc, effectivement, la peur peut être au rendez-vous, mais on a les outils pour la dépasser. Et en tout cas, voilà, que ce soit dans Blueberry, on le voit, ou que ce soit dans Ayahuasca Cosmic Journey, c'est pas un journée avec des belles visions colorées. Il y a de la lumière, de l'ombre, la lumière de l'ombre, et c'est comme ça que fonctionne. C'est pour ça que c'est une médecine, c'est parce que elle vous enchante, mais elle va aussi vous faire plonger dans ce qu'il faut. Ce que les guérisseurs appellent de vous nettoyer, en tout cas d'aller un peu nettoyer le mental, l'organique, l'énergétique, et tout ça se fait à travers des visions. Parfois, on a l'impression de traverser le Mordor ou d'être dans ces mondes archétypaux, c'est-à-dire symboliques, où dans toutes les cultures on a ce type d'images, et qu'on a ces images dans les films fantastiques. Souvent, dans les films fantastiques, je me dis tiens, ce sont des types de mondes qu'on pourrait croiser avec les plantes, mais juste parce que c'est des mondes symboliques qui font partie, qui semblent faire partie de notre psyché, comme ce langage. Quand est-ce que tu as découvert ça pour la première fois? Tu avais quel âge? C'est en 1999 que je suis parti en Amazonie, et que là, effectivement, j'ai rencontré la médecine. Ça a été quelque chose de très fort pour moi. Et après, j'ai ensuite fait les films, les livres, et voilà, c'est toujours quelque chose qui est très présent dans ma vie, mais je l'utilise comme... Voilà, je vais tous les ans en Amazonie faire des diètes, passer du temps, prendre des plantes avec les guérisseurs.
Et donc, sur ce genre d'expérience, en fait, la chose qui compte, j'ai découvert aussi, c'est le temps. Parce qu'au début, on se trompe beaucoup, comment dire, on a envie de ramener tout le monde avec soi parce que vous avez été positif, mais vous vous rendez compte que c'est pas forcément positif pour tout le monde. Il y a des gens c'est pas pour eux, c'est pas pour tout le monde en fait. Mais au bout du compte, ce qui est bien, c'est que la relation que vous créez avec avec les plantes, vous vous rendez compte sur le temps que ça permet de vous équilibrer, que par contre, il y a des moments où il faut s'en éloigner parce que justement, vous devez trouver votre équilibre ailleurs, puis où vous allez trop loin avec les plantes, parce que c'est pareil, c'est comme un chemin, comme une escalade, comme quelque chose d'initiatique. Il y a un moment donné, vous êtes accroché au bord de la falaise, vous regardez en haut, il vous reste encore beaucoup, vous avez des semaines que vous montez. Donc voilà, trouver l'équilibre pour profiter des aspects positifs de cette médecine, cette exploration sur soi, cette relation à la nature qui vous reconnecte, le savoir des indigènes, et dans tout ce qui est de l'ordre de l'humeur, des émotions, des sentiments, des mémoires personnelles, des traumas, tout ça c'est très très fort pour soigner ça. Et notre médecine, d'un autre côté, a un savoir formidable dans plein d'autres domaines. Et donc, voilà, moi, si je communique, c'est de dire, voilà, ça existe, ça peut peut-être parler à certains. Je trouve que comme artiste, c'est normal et naturel, c'est comme un élan, c'est comme quelque chose, tu as vu quelque chose ou tu as même rêvé quelque chose. Si tu as envie de le partager, donc de partager, de communiquer autour, de partager l'expérience. Et voilà, ça a été le travail sur les films et les livres. Et cette expérience VR représente vraiment le partage du début des sensations que peut provoquer une expérience forte, je précise. Hein. C'est quand même un peu un best-of de mes expériences. Mais qu'est-ce que ça peut provoquer ? Il me semble juste de partager ça. Et c'est toujours, je trouve qu'aujourd'hui, le monde est fait de plein de manières de pouvoir retrouver son équilibre. Il y a plein de choses qui viennent de partout. Il y a des gens qui vont trouver leur équilibre en faisant de la méditation ou du yoga, d'autres du sport. Mais je crois que le monde et la profusion d'images, la profusion de vitesse dans laquelle on est, nous demande en contrepartie à faire aussi une forme de travail pour essayer de se retrouver son centre dans le flux d'une vie contemporaine beaucoup plus agitée qu'il y a peut-être 10 ans, encore plus, énormément plus qu'il y a 20 ans. Et voilà, je sais que pour moi ça fonctionne. Mais je fais par exemple aussi du yoga, je fais aussi de la méditation. Mais voilà, je pense qu'artistiquement, dès que j'ai mis un jour un casque sur la tête pour un autre film qu'on m'a proposé de faire. Seven Lives. Voilà, c'était Seven Lives. Et quand j'ai mis le casque sur la tête, j'ai dit il n'y a plus d'écran, je flotte dans un espace. Et donc, c'est exactement la sensation que j'ai avec les plantes. Et c'est peut-être le moment de refaire une œuvre de création autour de ça, puisque le but est toujours d'essayer de partager au plus proche de la réalité de l'expérience. Quoi qu'il arrive, c'est comme l'amour, c'est comme certaines choses, ou c'est comme le vertige, on prendra toutes les expériences qu'on veut. C'est une chose de le faire en réalité virtuelle, on voit, hein, si vous êtes accroché à un mur d'escalade, vous voyez. Après, c'est autre chose d'être physiquement accroché à un mur d'escalade. Donc ça a toujours la limite de ce que c'est, mais ça permet de commencer à ressentir certaines choses et vivre cette expérience un peu. Le guérisseur avec lequel tu as travaillé sur ce projet Ayahuasca, finalement, il est presque co-réalisateur de cette œuvre, puisqu'il amène sa vision, son cadrage, son chant. On peut dire ça, ouais. C'est vrai. Bon. Ça fait un petit peu penser à Enter the Void de Gaspard Noé. Quelque chose de résolument engagé. Et du coup, on sait que tu as collaboré avec lui sur Je l'ai amené en Amazonie, Gaspard. Donc Enter the Void a aussi l'influence des guérisseurs amazoniens. On sent la ligne. Et l'autre ligne qui te caractérise, c'est l'engagement. Le fait de choisir un film pour une cause, pour quelque chose qui te traverse plus que simplement comme artiste. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu choisis tes projets ? Est-ce que c'est l'excitation de cette disparition du quatrième mur,
cette ouverture technologique qu'amène la VR, ou est-ce que c'est la puissance de ce que tu vas pouvoir faire passer qui te guide? Je pense que c'est un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que là, il y a d'abord une curiosité de cinéaste. Je ne parle pas pour Ayahuasca, ça c'est mon projet personnel. Pour les autres qui sont des œuvres plus collectives et qui sont venus vers moi de l'extérieur, c'est vrai que c'était aussi le moyen d'expérimenter avant tout plein de choses et de raconter une histoire intéressante et de faire ton travail de réalisateur par rapport à est-ce qu'on peut faire percevoir et comment faire percevoir certaines choses et comment naviguer. L'implication de la VR est très forte, c'est-à-dire que j'ai découvert aussi que la VR, elle ne va pas s'imprimer aujourd'hui comme le souvenir d'avoir vu un film. Elle va s'imprimer comme une expérience vécue. Par exemple, tu vois quelqu'un qui joue de la guitare en VR, tu le regardes. Quand tu vas repenser au film, bien sûr, tu saurais que tu as mis un casque VR, mais quelque part, c'est venu dans un bloc mémoire cognitif qui a intégré le fait que comme tu peux faire ce que tu veux, tu as vécu quelque chose. Donc si tu vis quelque chose de traumatique avec de la VR, tu vas prendre une énergie plus profondément du trauma. On sait qu'on peut être traumatisé par un film, simplement, par une musique, par une chose qu'il va falloir travailler pour évacuer l'énergie qui t'est rentrée et qui t'a un peu bousculé ton équilibre par les arts. Mais la VR, c'est plus profond. Et donc, une des choses que j'ai refusé en cours de route, découvrant ça, j'ai essayé de faire des films d'horreur en VR, enfin de regarder, et j'ai senti, ça c'est peut-être aussi mes systèmes de détection via mon temps passé avec les Indiens, mais j'ai senti cette énergie qu'il fallait faire très attention. Et donc, j'ai décliné l'offre, par exemple, de faire un film même d'horreur potache en VR, parce que je pense que avec la VR, il faut faire un peu attention. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu cet épisode de Black Mirror où on voit un mec qui découvre justement un jeu vidéo très avancé et où on s'aperçoit qu'en fait en une milliseconde de cerveau, il est allé très 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 loin. Juste entre parenthèses, c'est des choses qui t'intéressent, cette exploration on va dire des déviances de nos technologies et de leurs impacts sur nos... J'aime bien Black Mirror et c'est intéressant parce qu'au fond, ceux qui peuvent réellement réfléchir sur les déviances du futur, et ça a toujours été le cas, c'est les écrivains, les cinéastes, c'est pas les politiques, ils ont les mains liées. Donc, et les yeux bandés. Ouais, voilà, donc il est clair que le rôle social et le rôle par rapport à notre monde des artistes en général, c'est d'essayer et de la science-fiction en particulier, c'est d'essayer de dire attendez, regardez un peu, allez, l'attention. Tu sais, on parle toujours de science, il y a d'un côté la science, puis il y a les arts d'un côté. En fait, non, il n'y a que des sciences pour moi. C'est-à-dire, c'est pas un scientifique qui va apprendre à l'amour, c'est un poète, tu vois, ou c'est une image, une musique, un musicien. Mais tout ça, c'est de l'apprentissage, c'est de la science, c'est la science de devenir un être humain accompli, d'être aidé par les autres dans son chemin pour trouver ses équilibres, ses appuis comme les premiers pas. Et c'est ça tout le temps, tout le reste de la vie, et guider une réflexion et autres. Donc, en fait, bien sûr que j'aime tout ce qui va explorer les parties sombres. Après, je t'avoue qu'il y a certaines choses aujourd'hui, alors qu'avant ce n'était pas le cas quand j'étais plus jeune et que je faisais des films d'ailleurs un petit peu acides et ce qui pourrait arriver de nouveau. Mais tu penses à Doberman là ? Oui, ou en tout cas, il y a des films que je voyais et qui me faisaient marrer, aujourd'hui je ne les regarde plus, je les évite plutôt. Ouais. Et Black Mirror, puisque tu en parles, il est un peu à la frontière. C'est comme toujours tellement intéressant que je regarde, mais il y en a certains que je n'ai pas voulu finir, par exemple. Tu vois, je me dis que ce n'est pas nécessaire. Ok. Si on te proposait je sais pas, d'en écrire un de Black Mirror ou d'anticipation. Black Mirror, ils ne me proposeront pas d'en écrire un parce que c'est qu'eux qui écrivent. Non, mais si on te proposait un scénar d'anticipation pour prévenir, je sais pas, j'ai fait The Show sur Black Pill, c'est une mini-série de 1h30 qui parle de The Show, qui est le plus gros moteur de recherche du monde. Donc on voit, et c'est une critique très acide, un peu comme j'ai pu faire dans 99 francs, un peu en mode anticipation. Donc j'ai un peu eu, je trouve, avec 99 francs ou The Show, alors c'est pas vraiment de la science-fiction, mais j'ai déjà fait un peu ce type de travail et je le ferai avec plaisir. Et j'aimerais bien faire une œuvre de science-fiction. Mais le problème de la science-fiction, c'est que ça coûte beaucoup d'argent et qu'en France, c'est pas tellement la culture et qu'aujourd'hui, le cinéma est un peu sinistré. Donc on peut faire que des choses beaucoup plus conventionnelles.
Donc si on va faire des choses créatives, en général, il va falloir aller vers les networks ou vers la VR, plus que vers le cinéma mainstream qui n'est plus ce qu'il était dans les années 2000. Ouais. Encore une affaire d'équilibre pas évident à trouver. Il me semble t'avoir entendu, enfin non, je sais que je t'ai entendu dire, je t'ai entendu comparer ton travail et celui de tes équipes à celui de Georges Méliès, d'une certaine manière comme à la frontière de nouveaux arts. Alors, je le compare pas, je dis juste, c'est pas comparable, Georges Méliès c'est un grand inventeur, mais je dis juste, au fond, on est dans ce type de période. C'est ça. Alors, Méliès, quand il vivait ces trucs, on verra ce qui va dans le futur, mais j'ai l'impression d'être effectivement en train de se dire, mais mince, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine ? À l'époque, c'est le cinéma, on va faire du trucage. Ben, nous, on commence à essayer de faire des choses et qu'on on est vraiment au début de quelque chose. Donc oui, en ce sens-là, c'est une façon rapide de dire qu'on est au début d'un art qui va peut-être devenir quelque chose de très important et de très vaste dans notre société, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Et qu'on est dans les balbutiements, mais comme était le web dans les années 90. C'est-à-dire quelque chose où tout le monde se dit mais il y a un truc à faire mais personne ne fait rien et les gens regardent le truc en disant moi le web je vois pas ça va me servir moi dans ma vie. On voit que ça a mis du temps. Est-ce que c'est aujourd'hui ? Je pense que l'AR et la VR c'est aussi important que ça, mais peut-être ça va mettre 20 ans si notre planète tient encore debout et qu'on l'a pas fracassé complètement, on verra quoi. Bonne question. On a une question qu'on pose à tous nos interviewés, qui est la dernière. On leur demande de s'adresser à la caméra et en fait de s'adresser à un personnage qui a marqué leur vie. Donc on a eu des réalisateurs de grands blockbusters américains qui ont remercié des petits personnages d'animation. Toi, si tu devais remercier un personnage qui a croisé ta vie à un moment donné, d'animation ou pas d'ailleurs, qui est-ce que tu remercierais ? Un personnage de fiction ? Un personnage, ouais. Du coup, fiction. Fiction, d'accord. Pas quelqu'un que j'ai croisé. Un personnage de fiction. Moi, j'ai croisé un personnage à l'âge de 14 ans qui a quand même pas mal changé ma vie. C'est Paul Muad'Dib. Voilà. Et c'est un roman que j'ai lu d'une à l'âge de 14 ans et je me suis totalement identifié à ce personnage. Et ça m'a accompagné. C'est un roman que j'ai lu tous les ans. Donc, je crois que ça a été ma première expérience mystique et politique et c'est de la science-fiction. Je dirais aussi que, étonnamment, je me suis souvenu quand j'étais en Amazonie que dans Dune, il y avait le fameux breuvage, l'épice qui ouvrait le monde de la préscience, les sœurs du Bene Gesserit. Et que tout ça allait puiser aussi ses sources dans les guérisseurs traditionnels, toute son inspiration. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que est-ce que Frank Herbert ne m'a pas en partie envoyé en Amazonie ?